Bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement. Au pire, ceux qui arrivent prendront le train en route. Donc déjà, bon, je voulais remercier bien entendu Marie-Françoise Salicetti de l'Université de Corse qui a organisé cette conférence avec le réseau Canopé qui a réussi à mettre ça en place. Bon, c'est une première et j'espère que ce sera un essai concluant. Quelques mots pour me présenter. Donc moi, je suis doctorant en histoire ancienne, en fin de thèse, en troisième année, à l'Université de Corse et à l'UMR LISA. Je travaille en histoire ancienne, donc sur la réception d'Alexandre le Grand à Rome. Euh, Donc, je suis plutôt spécialiste d'histoire romaine. Ce soir, on va pas du tout parler de ça, hein. L'idée, c'était de faire quelque chose d'un peu plus léger, je dirais, hein, d'un peu plus accessible, et donc de prendre quelques productions télévisuelles et de voir comment l'Antiquité peut être représenté à la télé, mais pas seulement à la télé puisque j'ai pas pu m'empêcher de rajouter Gladiator à la sélection, Gladiator qui est donc évidemment du cinéma, hein. Donc on prendra ces quatre productions, hein, Gladiator qui est l'exception, Rome qui est une série d'HBO, Spartacus et Barbarène, qui est sorti sur Netflix tout récemment, à la fin de l'année 2019. Alors, je vais peut-être sembler parfois un peu tatillon, hein, mais l'idée, c'est pas de juger ces productions, hein, mais d'essayer vraiment de voir, de décrypter les représentations qu'elles transmettent. Euh, et ce qu'on va voir notamment, hein, ce sur quoi je vais plus particulièrement insister, c'est qu'on nous présente souvent une antiquité qui est réinventée selon des prismes contemporains. Euh, mais il faudra garder à l'esprit que ce n'est propre ni à la télévision ni à notre époque, puisque l'Antiquité, elle est constamment réinventée depuis la période médiévale et même en fait depuis l'Antiquité elle-même, hein, dans l'art et dans la littérature. Alors j'espère que la technique suivra, mais concrètement, je vous propose qu'on regarde ensemble quelques. Je vous propose Voilà. qu'on. Et il y a le repas en fait samedi matin. Il y a, Tu peux la croiser. il y a un micro-parasite. Pardon. Oui, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que on regarde ensemble quelques courts extraits, hein, de ces productions et qu'on les commente. Alors, pour des questions de droit, je me suis contenté des extraits qui étaient disponibles sur YouTube, hein. Je ne me suis pas risqué à faire des captures vidéo ailleurs et j'ai supputé que ce qui était déjà en ligne ne posait pas de problème vis-à-vis des droits de diffusion. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite, hein, par Gladiator, donc, qui est réalisé par Ridley Scott et qui est sorti en 2000. Le synopsis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est centré sur le personnage fictif de Maximus, qui est interprété par Russell Crowe, et qui est un général romain qui va se retrouver déchu, hein, en esclave et en gladiateur, et qui va chercher à se venger de l'empereur Commode qui a fait tuer sa famille dans le scénario fictionnel, hein. Le contexte historique, c'est donc celui de la fin du IIe siècle, hein, avec le règne de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, puis de son fils Commode, l'empereur gladiateur. Pardon. Donc la première scène du film, c'est celle d'une bataille, enfin l'une des premières scènes, hein, c'est celle d'une bataille contre les Germains sur laquelle il y a déjà beaucoup de choses à dire. Alors j'espère que la vidéo marche pour tout le monde. Euh, mais voilà, déjà dans cette première scène, on est en plein dans la représentation du barbare désorganisé face à des Romains qui sont en rang, eux, et très organisés, un peu dans une sorte d'opposition d'ordre face au désordre. Ce qu'on voit aussi au moment où ça coupe sur l'image qui est à l'écran, c'est l'empereur Marc Aurèle avec une capuche, hein.
Alors ok, c'est la Germanie, c'est l'hiver, ça caille, et donc on a dû se dire qu'il allait mettre sa capuche pour se réchauffer, hein, le pauvre Marc Aurèle, hein, qui en plus est assez âgé. Le problème, c'est que lorsqu'un personnage public, a fortiori l'empereur, est représenté la tête couverte, hein, généralement, c'est qu'il accomplit un rituel religieux, ce que ne fait pas Marc Aurèle dans cette scène, hein, ou qu'il veut mettre en avant une charge religieuse. Par exemple, quand César devient grand pontife, donc il émet une monnaie où il apparaît la tête couverte pour mettre en avant sa charge de grand pontife, de chef de la religion en quelque sorte. Donc Marc Aurèle, il aurait pu avoir la tête couverte dans le cadre d'une prise d'hospice avant la bataille, par exemple, mais on voit bien ici que ce n'est pas le cas. Deuxième scène. Alors là, dans cette deuxième scène, on est toujours sur la première bataille de Gladiator et on tient là une belle projection du contemporain sur l'Antiquité. On voit en effet la bataille qui s'engage avec un véritable tir de barrage, hein, des archers et surtout de l'artillerie. Donc des Romains sur les Germains, hein, qui sont à l'orée de la forêt. Ça renvoie en fait à une conception qui est très moderne de la guerre et à un rôle de l'artillerie où on va pilonner l'adversaire avant que le combat ne s'engage, hein. On a un peu l'impression de voir la bataille de Verdun ou des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Alors que dans l'Antiquité, hein, en règle générale, bon, quand on parle de l'Antiquité, c'est évidemment une période qui s'étale sur plus d'un millénaire, hein, mais en règle générale, euh, l'artillerie, elle va surtout être utilisée dans la polio-hersétique, hein, c'est-à-dire dans l'art du siège des cités ou des camps fortifiés, et de manière très très marginale dans les batailles rangées. Alors toujours sur cette scène du début du film, hein, euh, donc on a le combat qui s'engage entre les Germains et les Romains, et au cas où on l'aurait oublié, hein, on nous rappelle que les Germains sont bien des barbares, hein, et que donc les barbares sont des bourrins, et qu'ils chargent en courant dans tous les sens et en hurlant, hein. Autre petit problème de cette scène, hein, c'est assez fugace, mais on voit que des légionnaires ont encore leur pila à la main alors qu'ils sont au contact, hein. Et ça, c'est une erreur qui est assez commune dans les péplums, alors qu'en fait, le pilum est une arme qui se lance sur l'ennemi lorsqu'il est à distance et qui n'est pas faite pour être utilisée au corps à corps. Dernier petit problème sur cette scène, c'est la charge de cavalerie qui est menée par Maximus en pleine forêt, alors que la cavalerie a besoin d'un espace ouvert pour être efficiente, évidemment. Et une cavalerie qui plus est, là aussi c'est assez fugace sur ces images, hein, mais qui plus est, qui est équipée d'étriers qui ne seront inventés que plusieurs siècles plus tard. Enfin, sur la physionomie de la bataille, un autre problème qu'on rencontre souvent dans les péplums, c'est qu'on se retrouve vite avec une bataille qui se transforme en fait en une série de duels, hein. Alors, ça sert évidemment à mettre en avant le héros et les personnages principaux, mais c'est tout à fait improbable puisque le principe de la bataille, et ça, quelle que soit l'époque dont on parle, c'est de combattre évidemment en formation, hein, et pas de faire des duels. Un dernier petit détail, et on passera à des remarques d'ordre plus général. On va parler un tout petit peu, j'espère ne pas être trop embêtant avec ça, mais un tout petit peu d'onomastique latine. Vous savez que tous les citoyens romains portent le tria nomina, hein, c'est-à-dire le prénom, le nom et le surnom. C'est la marque de la citoyenneté romaine. Par exemple, le fameux Jules César, hein, son vrai nom entier, c'est Caius, qui est donc son prénom, Iulius, qui est son nom, et Caesar, qui est son surnom. Donc Jules n'est pas son prénom et César son nom de famille. Donc dans une scène au demeurant plutôt sympathique, hein, on a Maximus qui se retrouve face à Commode dans le Colisée et lui révèle son identité en disant
My name is Maximus Decimus Meridius. Alors on sent là qu'on a voulu donner une touche d'authenticité en nous mettant un beau trianomina, sauf que la liste des prénoms latins est en fait très réduite, moins d'une vingtaine, et que Maximus n'en fait pas du tout partie. Donc Maximus ne peut pas être un prénom. Il faudrait remettre tout ça dans l'ordre et appeler ce personnage, par exemple, Decimus, qui est bien un prénom. Bon, Maximus peut être un surnom, et éventuellement Meridius, pourquoi pas un nom gentilice. Bon, je vous accorde que ça relève plus de l'anecdote que d'autres choses. Il y a le micro coupé. Désolé d'intervenir, c'est coupé le micro. Je viens d'activer. C'est bon là? Ouais, c'est bon, impeccable. Désolé. Alors, je sais pas où ça s'est arrêté du coup. Plus d'une minute. Plus d'une minute. Alors, bon oui, je reprends sur le scénario. Tant pis si on a loupé la fin de mon histoire d'onomastique qui est pas très importante. Sur le scénario du film, il y a deux choses qui ont vraiment attiré mon attention. La première, c'est une ficelle narrative qui veut que Marc Aurèle aurait souhaité rétablir la République et qu'il aurait confié cette mission à Maximus, alors que Commode, son fils, voulait maintenir l'Empire. On est bien entendu là dans le domaine de la fiction, mais aussi un peu de l'anachronisme, parce que la distinction entre Empire et République, en tant que régime politique, c'est une construction qui, en fait, est bien plus tardive. Si vous allez dire à un Romain qu'il est passé de la République à l'Empire en 27 avant notre ère, comme vous diriez à un Français qu'il est passé du Second Empire à la Troisième République en 1870, il va vous regarder avec de gros yeux en vous demandant ce que vous racontez. Pour préciser, les Romains eux-mêmes vont bien entendu parler d'un imperio populi romani, d'un empire du peuple romain, et ils vont bien entendu être conscients de vivre des changements politiques importants à la fin du 1er siècle avant notre ère. Mais cet imperio populi romani, il a avant tout un sens territorial et non politique. Et pour les Romains, il n'y a pas vraiment de fin de la République en 27, c'est plutôt une construction historiographique postérieure. La deuxième chose qui doit attirer notre attention, c'est la présentation de Commode comme un despote sanguinaire. Alors effectivement, c'est en partie la façon dont les sources littéraires antiques le présentent. Mais il faut garder à l'esprit que ces sources, elles sont partielles, c'est-à-dire qu'elles ont souvent une origine sénatoriale, qu'elles ont été écrites par des sénateurs qui ont une large tendance à présenter les empereurs qui ont voulu réduire les pouvoirs du Sénat comme des monstres auxquels ils prêtaient tous les vices et tous les défauts possibles, avec une dichotomie très importante entre d'un côté les mauvais empereurs qui ont donc voulu réduire les pouvoirs du Sénat et d'un autre côté les bons empereurs qui ont respecté la répartition du pouvoir entre la figure de l'empereur et le Sénat. Donc on a une présentation de Commode qui est certes fidèle aux sources, mais qui n'est pas nuancée avec un certain recul historique. Mais à la décharge de Ridley Scott, présenter un Commode plus nuancé c'eût été évidemment gâcher les talents du magnifique Joachim Phoenix, qui est tout simplement génial dans le rôle. Donc, si on suit l'ordre de sortie, on arrive à la série Rome, qui a été diffusée sur HBO entre 2005 et 2007. Et on suit cette fois deux personnages semi-fictifs
Titus Pulo et Lucius Vorenus, qui sont cités par César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Hein. C'est pour ça qu'ils sont semi-fictifs. Hein. On ne sait rien d'eux et c'est la série qui va développer les personnages en les mêlant aux intrigues des crises de la fin de la République, du franchissement du Rubicon par César, jusqu'à la guerre civile entre Marc-Antoine et Octave. Alors ici aussi, on va commencer par regarder une scène de combat qui est l'une aussi des premières scènes de la série et sur laquelle il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors, on retrouve encore des barbares qui sont censés être des Gaulois et qui sont assez similaires à ceux de Gladiator. Hein. Ils sont armés avec des outils de paysans, ils sont vêtus en quenille et ils chargent n'importe comment en hurlant. Hein. Alors c'est une représentation évidemment vraiment biaisée, hein. Surtout que le guerrier gaulois de l'époque, il n'est pas si différent du légionnaire romain, pardon. Il porte un bouclier, une côte de maille, une sorte de côte de maille et un casque qui sont assez similaires. La grosse différence, ça va être plutôt sur l'armement et la tactique. Hein. Les Gaulois, ils utilisent des épées plus longues ou des lances et ils combattent en phalange. Hein. Et je dis bien en phalange, et donc pas du tout en sautant n'importe comment sur les Romains, comme le ferait Obélix. Du côté des soldats romains, on a en revanche une représentation qui est plutôt intéressante, même très intéressante, je dirais. Hein, la première chose, c'est qu'on a des côtes de mailles et pas des lorica segmentate hein, qu'on voit dans de nombreux péplums. Hein, donc, vous savez, c'est l'armure, la fameuse armure segmentée qui, par exemple, équipe les légionnaires d'Astérix et Obélix. Le casque est plutôt correct, hein, bien que plus tardif. C'est important aussi, les tuniques ne sont pas teintes. Hein. Souvent, on voit des légionnaires romains avec des tuniques teintes en rouge, ce qui est une aberration, puisque une tunique, ça coûterait très cher et ce serait très compliqué de la teindre. Donc, évidemment, les tuniques, elles ont une couleur naturelle. La représentation, le seul problème, pardon, sur l'équipement, c'est le bouclier qui est beaucoup trop petit, hein, mais on le verra mieux sur d'autres scènes. La représentation de l'aspect tactique du combat côté Légion, elle est aussi vraiment intéressante. Hein. On voit bien les lignes, les lignes qui permutent lorsque le centurion en donne l'ordre, notamment. Hein. Alors, je ne sais plus trop où c'est pas grave. Et surtout, au-delà de l'aspect des lignes qui permutent, on nous montre bien avec Titus Pulo, qui est donc un des héros de l'intrigue qui sort du rang, que le combat hors formation, c'est un combat qui est exceptionnel et anormal. Hein. On ne quitte pas la formation. Alors, dans la saison 2, la série, elle a explosé le budget, notamment pour proposer une bataille de Philippe qui se déroule en 42 entre les héritiers de César, Octave et Marc-Antoine, d'un côté, et les césaricides, Brutus et Cassius, de l'autre côté, donc une bataille entre Romains hein, dans le cadre de la guerre civile. Là aussi, on a des choses assez intéressantes. Hein. On voit bien notamment le principe du triplex acquiesce, hein, où l'on ménage des espaces entre les unités tactiques, hein, au détail près que sur cette représentation, les unités tactiques doivent, à vue de nez, être des centuries de 80 hommes, alors qu'à cette époque-là, c'est plutôt censé être des cohortes de 5 à 600 hommes. Alors après, on retrouve toujours hein, un de ces problèmes qui sont inhérents au péplum. Voilà, c'est cette scène-là hein, où on part d'un beau combat en formation hein, qui correspond plutôt bien à ce qu'on sait de la physionomie de la bataille, à une bataille qui se transforme subitement en une série de duels qui sont complètement anachroniques. Hein. Alors, au-delà de cet aspect-là,
de cet aspect militaire, la série elle est aussi intéressante car elle nous montre des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans les péplums. Par exemple, dans les décors qui ont été créés à Cinecittà, on ne voit pas que la Rome immaculée et faite de marbre qu'on a l'habitude de voir, mais aussi les bas quartiers du prolétariat urbain. On nous montre aussi les dessous, certains dessous de l'arène politique avec les collèges, c'est ce qu'on voit dans cette scène-là, qui sont des organisations corporatistes à mi-chemin, pour énormément simplifier, à mi-chemin entre un syndicat et un gang, dont le contrôle est un enjeu assez important dans les luttes d'influence politique. Et d'ailleurs, un des personnages principaux qu'on voit à l'écran là, Titus Poulo, va prendre la tête d'un de ses collèges. En revanche, on va retrouver un schéma assez similaire à celui de Gladiator, avec Commode pour ce qui est de la représentation de Marc-Antoine. Donc, pour rappel, il a perdu la guerre civile contre Octave, qui va devenir Auguste, et la quasi-totalité des sources littéraires lui sont défavorables. Elles sont favorables à Auguste et défavorables à Marc-Antoine. Elles vont le dépeindre comme un dépravé et surtout comme un homme qui aurait subi une sorte de dégénérescence orientale au contact de Cléopâtre en étant complètement ensorcelé par elle et en dévoyant les vertus romaines. La série, elle reprend cette vision-là sans lui apporter de nuances, puisqu'on voit un Marc-Antoine qui, bon, déjà fornique avec tout ce qui bouge tout au long de la série, et qui ensuite va être complètement hypnotisé par Cléopâtre, se vêtir à l'orientale et se maquiller. Alors certes, la série ne va apporter aucune nuance à cette vision, mais dans un certain sens, elle le fait assez bien, puisque pour de nombreux auteurs latins, cette dégénérescence orientale, elle transforme en quelque sorte les hommes en femmes et en couards, et c'est ce que la série va montrer. Du côté des projections, la série, elle soulève une question que je n'avais pas remarquée, mais qui a été relevée dans un excellent podcast de la chaîne Parole d'Histoire, que je vous recommande, et dont je vous mettrai le lien plus tard dans le chat. En effet, les deux personnages principaux rentrent à Rome à la fin de la guerre des Gaules, et on a toute une intrigue sur le fait qu'ils aient du mal à se réadapter à la vie civile. Et ils ont même des espèces d'épisodes de stress post-traumatique. Alors évidemment, on n'a aucune source antique sur de tels problèmes, et c'est vrai que c'est plutôt en phase avec les problèmes qu'ont pu avoir les États-Unis avec les vétérans qui rentraient d'Irak ou d'Afghanistan. Et on peut penser que consciemment ou non, la série, elle a ici projeté une réalité qui était en fait très contemporaine sur l'Antiquité. Alors, je m'en suis rendu compte à la préparation et je m'en suis rendu compte maintenant aussi que l'heure avance, que j'avais peut-être été assez ambitieux en voulant aborder ces 4 productions, et je passerai donc un peu plus rapidement sur Spartacus et Barbarène, et on pourra en parler un peu plus si vous voulez dans le temps d'échange qui suit. Sur Spartacus, bon, il y a aussi pas mal de choses à dire. La première, c'est que la série s'appuie quand même pas mal sur le film homonyme de Stanley Kubrick, qui est sorti en 1960. Et ce qui m'a le plus marqué, que ce soit dans la série ou dans le film, ce sont en fait les motivations prêtées à Spartacus. Alors que les gauches de la fin du 19e siècle et jusqu'à la première moitié du XXe siècle, voire plus longtemps en Union soviétique, de Marx à Rosa Luxembourg, vont faire de Spartacus un proto-révolutionnaire socialiste. Les États-Unis vont en faire un héros hollywoodien. C'est-à-dire que Spartacus ne va plus être motivé par la révolution, par une sorte de projet collectif et politique, mais par l'amour. Dans les deux cas, le film et la série, c'est une histoire d'amour qui est vraiment l'élément déclencheur de la révolte.
Donc c'est pas seulement une ficelle scénaristique pour étayer un peu le contenu, hein, mais c'est vraiment la motivation centrale qui est prêtée à Spartacus. Alors pour parler quand même un peu des gladiateurs, même si je suis pas du tout spécialiste et je saurais pas vous dire par exemple si les équipements sont plus ou moins fidèles, ce qui est marquant dans la série, c'est l'extrême surreprésentation de la mort. Dans la série, la quasi-totalité des combats de gladiateurs, pardon, se soldent par une mise à mort, et ça colle évidemment pas du tout avec une réalité historique, mais alors là, très pragmatique, hein, euh, qui est que entraîner un gladiateur, c'est très onéreux, et les vies des gladiateurs sont donc aussi très précieuses, hein. Euh, si la, si la série reprend certaines choses au film de Kubrick, elle s'inspire aussi assez largement du film 300, hein, qui est sorti en 2006. Donc c'est plutôt flagrant dans les effets de sang qui giclent dans tous les sens, hein, et également dans le fait que les héros du film combattent alors, mais toujours en culotte et torse nu, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, hein, un peu comme les Spartiates dans 300. Ça devient d'ailleurs assez embêtant lorsqu'on avance dans la série, puisque les esclaves défendent des armées romaines, mais ne se soucient jamais de récupérer de l'équipement et combattent toujours dénudés, sans casque et sans bouclier, alors qu'ils auraient pu en récupérer en abondance, pardon. Alors, pour finir, quelques mots quand même sur Barbarène, hein, qui est un peu moins connue puisqu'elle est sortie à la fin de l'année dernière. L'intrigue de la série, elle est centrée sur la bataille de Teutobourg en 9 de notre ère, où les Romains perdent 3 légions contre les Germains. Ce qui fait la célébrité aussi de cette bataille, hein, c'est le commandant des Chérusques, hein, qui est Arminius. Cet Arminius, il était en fait un otage chérusque amené à Rome dans son enfance et élevé à Rome, hein, à qui on va accorder la citoyenneté romaine, hein, puisqu'il porte le tria nomina, hein, dont on parlait tout à l'heure, Caius Iulius Arminius, et qui va même rentrer dans l'ordre équestre. Euh, de retour en Germanie, sous le commandement de Varus, Arminius va changer de camp, hein, et mener les siens, les Chérusques, à la révolte. On sait en fait pas grand-chose des motivations d'Arminius, hein, et la série, qui est une série allemande, va en fait reprendre le mythe fondateur allemand, le présentant comme un héros national, hein. Il va donc être motivé par un certain patriotisme, mais aussi dans une certaine mesure, hein, on ne s'éloigne pas du héros hollywoodien, hein, par l'amour et l'amitié. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que les Chérusques dans la série parlent en allemand et les Romains en latin. Alors pour terminer, pour parler d'un détail quand même problématique des représentations de la série, je voulais m'arrêter quelques secondes sur le camp romain qu'on voit assez régulièrement, hein. On nous montre donc un camp saisonnier, hein, qui déjà n'est pas du tout fortifié, hein, et qui plus est situé en pleine forêt, ce qui est tout à fait improbable pour un camp, qu'il soit d'étape ou saisonnier, hein. On sait très bien que les légions construisaient des camps qui étaient systématiquement protégés par une palissade et un fossé, même si c'était des camps d'étape, hein, et qu'ils n'auraient jamais construit un camp en plein milieu d'une forêt. Bon, quand bien même, ils auraient dégagé les arbres sur plusieurs centaines de mètres. Et c'est d'autant plus bête ou dommage que les vues aériennes du camp, elles ont été entièrement modélisées, hein, dans la série, et qu'ils ont donc décidé de modéliser cette forêt qui entoure le camp de manière beaucoup trop proche, hein. Donc pour conclure, j'ai déjà été assez long, je m'en excuse. Je pense on peut constater 3 grands types de représentations problématiques ou infidèles, avec des guillemets, hein, de l'Antiquité à la télévision, qui peuvent d'ailleurs être complémentaires, hein, les unes des autres, hein. Le premier qu'on retrouve régulièrement, c'est la projection du contemporain, ou même de conception d'autres périodes sur l'Antiquité. Le deuxième, il revient à déformer la réalité historique, là aussi avec des grands guillemets,
mais pour des nécessités scénaristiques, pour que la fiction soit plaisante. Hein. Et enfin, le troisième, c'est celui des erreurs que je qualifierais d'inutiles, car elles n'apportent rien au scénario. Hein. Typiquement, le mauvais camp romain de Barbarène. Mais il faudrait surtout pas qualifier ces erreurs de très graves ou que sais-je. Hein, il faut surtout pas être excessif en ce sens. Hein. Alors, elles sont un peu graves parce que quand on n'a pas consulté les sources ou des travaux historiques sérieux sur une question, la représentation qu'on va s'en faire va être celle de ces fictions. Hein. Et les exemples les plus significatifs, hein, c'est le salut romain, hein, donc, qui a été repris par, par les fascistes en Italie et qui n'est attesté par aucune source textuelle ou iconographique et qui a été popularisé par le tableau de Jacques-Louis David. Hein. Et même chose, par exemple, pour le pollice verso, hein, le pouce baissé dans les combats de gladiateurs, qui lui a été popularisé par un tableau homonyme de Jérôme. Mais justement, ces séries et ces films, c'est bien des fictions et elles n'ont pas de prétention documentaire. Donc, c'est largement pardonnable. En revanche, et je fais là une petite digression, c'est beaucoup plus grave lorsque l'on retrouve de telles erreurs ou imprécisions dans des productions télévisuelles qui, elles, ont une prétention documentaire. Je pense notamment à la série documentaire de Netflix Roman Empire, qui fait cohabiter des commentaires d'historiens sérieux avec une voix off qui parfois dit des bêtises et des reconstitutions qui ne collent pas du tout avec nos connaissances. Hein. Plus proche de nous, on peut aussi citer le documentaire de Stéphane Bern sur Néron. Hein. Là aussi, on fait intervenir des historiens très sérieux, mais il n'y a finalement que peu de nuances. Hein. Néron est un monstre. Et il y a aussi donc, ce genre d'image que vous voyez à l'écran, hein, donc entre un Néron bodybuildé à la testostérone et un garde avec une cuirasse en plastique trouvée dans la boutique de déguisement du coin. Hein, je ne sais même pas si c'est nécessaire de commenter. Je voulais finir sur une anecdote qui me semble assez révélatrice, hein, qui est rapportée par Jean-Noël Castorio dans son ouvrage Rome réinventé. Quand Fellini préparait le Satyricon, hein, il avait commencé à consulter des historiens qui n'étaient pratiquement jamais d'accord entre eux, hein, et qui ne savaient pas répondre aux questions de Fellini. Hein. Quand Fellini demandait ben, comment c'était ça, ben, la plupart du temps, il ne savait pas répondre. Et Fellini a donc conclu que finalement l'Antiquité n'existait pas et qu'il n'y avait qu'à y projeter ses fantasmes. Alors, je précise que je mets quelques liens dans le chat, hein, dès que je m'arrête de parler, et j'attire notamment votre attention sur le podcast Histoire en série et le carnet de recherche Antique Hip-Hop. Alors, pour le premier, comme son nom l'indique, il s'agit d'un podcast où des historiens analysent et commentent des séries assez nombreuses. Et sur le second, vous trouverez de nombreuses ressources sur la réception de l'Antiquité dans la culture populaire, donc pas seulement au cinéma ou à la télé, mais aussi dans la mode, la littérature, la musique ou la publicité. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre présence. Encore merci à Marie-Françoise Saïchet, merci au réseau Canopée de Corse pour l'organisation et je suis à votre entière disposition si vous avez des questions ou des remarques. On va laisser la parole à Kevin. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui. Ouais, merci. Alors, merci François pour cette super conférence. C'était vraiment super intéressant et j'étais d'autant intéressé que, bon, j'ai vu Gladiator comme tout le monde, mais j'ai aussi vu et revu toutes les séries dont vous avez parlé. Et je voulais savoir, c'est une double question en fait.
quel était le sujet de... J'ai pas compris. Vous faites ça dans le cadre d'une thèse, c'est ça? Ah, non, non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. D'accord, bon, ok. Pas du Et tout. Non, je en me fait, demandais si... oui, pardon, allez-y, finissez, je répondrai après. Ouais, je voulais savoir si vous vous étiez intéressé aussi au traitement, c'est un peu plus ancien, mais de la guerre de Troie, dans le même genre de médias, on va dire. Il y a eu pas mal de films et puis de séries aussi, notamment une espèce d'horreur de série qui est sortie sur Netflix il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je voulais savoir si éventuellement vous aviez envisagé de faire ce type de commentaire aussi pour ce conflit un petit peu plus ancien. Alors, pour répondre à la question, non, je ne fais pas du tout ça dans le cadre d'une thèse, hein. Moi, ce que je disais au début, vous n'aviez pas peut-être encore rejoint. Bon, Dans le j'ai cadre un petit de dans le cadre son. de ma thèse, je travaille sur la réception d'Alexandre le Grand à Rome, hein, des origines de la question au tout début du Principat. Mais en fait, l'idée de ce soir, c'est que, bon, puisque je travaille sur l'histoire romaine et que, bon, je passe pas mon temps à lire Tite-Live, Polybe ou Tacite et que je regarde aussi la télé, bon, voilà, c'était de faire quelque chose de sympa et d'accessible qui mêle un peu les deux. Euh, et pour répondre à la deuxième question, non, j'ai pas du tout travaillé sur la guerre de Troie. Alors j'ai bien évidemment vu le film qui date du début des années 2000, je crois. Et comme vous, sûrement, j'avais commencé à regarder cette horrible série de Netflix, mais j'ai arrêté au bout de quelques épisodes. Euh, bon, on aurait pu aussi en parler, hein, mais j'ai voulu vraiment rester centré sur le monde romain, déjà parce que c'est un monde que je connais mieux que le monde grec, et aussi parce que bon, pour rester sur quelque chose de faisable en une petite demi-heure. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, alors on pourrait bien évidemment élargir au monde grec. Et comme bon, non seulement je ne passe pas mon temps à lire Polybe et Tite-Live, mais je regarde aussi la télé, mais je joue aussi aux jeux vidéo, hein. On pourrait aussi bien sûr parler des représentations de l'Antiquité dans les jeux vidéo, avec notamment un jeu qui est sorti assez récemment, hein, de la franchise Total War sur la guerre de Troie, à laquelle j'ai pas eu l'occasion de jouer. Mais pour, euh, pour, pour ce qui est du jeu vidéo, en tout cas, je peux renvoyer aux travaux d'un collègue, hein, pour Antoine Colombagne, mais qui lui a surtout travaillé sur l'aspect de la philosophie antique dans les jeux vidéo, pas tellement sur l'aspect historique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, merci beaucoup. Et puis merci aussi de ne pas avoir parlé de ce film La Dernière Légion, que vous connaissez sûrement. Oui, Voilà. je vous en prie. Merci, à bientôt. Oui, Madame Patricia aurait une question. Allez-y, Madame. Oui, François, merci, c'était génial. Moi, je les ai tous vus, en fait. J'ai vu les séries, les films. En fait, dès qu'il y a un péplum, je le regarde. Ils sont tous plus ou moins bons, comme tu l'as bien expliqué. J'avais été frappée justement par cette image d'Antoine, comme tu nous l'as présenté, qui apparaît c'est dans Dans Barbarian, Rome. dans Non, Rome, oui, dans Rome, oui. Oui, parce que je ne l'avais jamais vu représenté de cette façon, en fait. C'était la première fois que je le voyais apparaître comme ça. Et moi, je voulais te poser une question que bête, mais j'ai toujours entendu dire que le fameux Morituri te salutante n'avait jamais été exprimé dans l'arène. Tu peux me le confirmer, peut-être? Alors, D'où ça vient, cette histoire-là? alors, merci pour ta question, Patrice. Je ne te savais pas fan de Peplum, tu Je vois. suis fan. C'est pour ça que je suis venue écouter, parce que c'est vraiment intéressant. Eh ben, C'est barbare qui court dans tous les sens. ouais.
Tant mieux. Et donc, merci pour ta question. Effectivement, le Moritori te salut, enfin, Awe Caesar, Moritori te salutante. Effectivement, il n'est pas du tout attesté par les sources. On n'a aucune source donc qui serait forcément textuelle qui atteste de cette formule hein, avant de commencer le combat. Par contre, sincèrement, te dire d'où est-ce que ça vient, j'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas la moindre idée, mais il faudrait regarder. On retrouverait sûrement une origine hein, assez facilement. Donc désolé, je ne peux pas t'éclairer plus que ça sur cette question. Et après, pour rebondir sur Marc-Antoine, effectivement, la représentation de Marc-Antoine dans Rome, dans la série Rome, elle est vraiment très intéressante parce que, comme je disais, elle n'est pas du tout nuancée, mais elle colle à ce que disent les sources, hein, à ce qu'on peut dire Plutarque ou Dion Cassius, hein, qui ont vraiment dépeint Marc-Antoine comme ça, et c'est recollé aussi avec ce que disait Tite-Live. Alors Tite-Live, lui, ce qu'il disait de Marc-Antoine, on n'en sait rien, hein, puisque son œuvre pour cette période-là, on l'a perdu. Il ne nous reste plus que des résumés, des abrégés, les periocae. Mais Tite-Live, il parle assez souvent de cette dégénérescence orientale qui fait que voilà, les Grecs et les Romains qui restent trop au contact de l'Asie, qui restent trop en Asie, s'acclimatent et deviennent. Alors, c'est pas moi qui le dis comme ça, hein, mais c'est lui qui le dit comme ça. Ils deviennent des femmes. Hein, et il dit notamment que Alexandre traînait derrière lui une armée de femmes et d'esclaves. Hein, voilà. D'accord. Formidable. Et ça, tu vois, c'est une information qui est très intéressante. Mais pour la fameuse formule des gladiateurs, on jettera un œil et on en reparlera très volontiers. Oui, c'est peut-être un cinéaste qui l'a inventé un jour et qui l'a, voilà, et après elle a peut-être été reprise comme ça. Peut-être, c'est pas impossible. Allez, on va chercher alors. Merci François, merci. Merci à toi. Oui, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors je vois dans le chat que voilà, Léa Siffred a mis la référence exacte de la thèse de Paul-Antoine Colombagne. Ah non, en fait, elle me l'a envoyé en message privé, je suis désolé. Donc la référence de la thèse de Paul-Antoine Colombagne dont je parlais, c'est forme et enjeu de l'actualisation des mythes grecs dans les jeux vidéo. Voilà, je vais faire Pardon, juste, c'était pas particulièrement pour vous, c'est une petite référence en fait, et c'est le arrobase en fait qui vous concernait puisque c'était le sujet de votre intervention. Ah d'accord. Donc, et après, évidemment, j'ai spécifié que c'était pour tout le monde, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Okay. Thèse d'ailleurs très intéressante qui était soutenue à l'Université de Corse. Oui. Donc voilà, un conseil de lecture intéressant aussi, la thèse de l'ami Paul-Antoine Colombagne. Alors je vois aussi la remarque de Fabien Landron dans le chat que je salue. Puisqu'on parle de représentation, c'est bien le public qu'il faut prendre en compte. Les studios américains, mais pas que, produisent pour séduire un public. Dès lors, les raccourcis et les fantaisies historiques sont légion. Bon, bien sûr, hein, et au-delà des studios américains, ça me semble particulièrement marquant dans ce dont j'ai parlé en conclusion, hein, dans le récent documentaire de Stéphane Bern sur Néron, où d'un côté, on veut faire quelque chose de nuancé en faisant intervenir des historiens sérieux, mais de l'autre, on veut évidemment séduire un public large, hein, puisqu'on va passer
sur une grande chaîne à 1 heure de grande écoute, et que pour séduire ce public large, on va vous balancer un héron torse nu gonflé à la testostérone, et finalement, si on regarde l'ensemble du doc, pas si nuancé que ça, hein. Donc voilà, Oui, pardon. oui. Merci d'avoir répondu à ma remarque. Effectivement, c'est presque une constante d'ailleurs. Il y a dans la façon dont on a souvent représenté l'Antiquité au sens large. Moi, je suis pas un spécialiste de ces représentations-là, mais il est vrai que dans l'histoire du cinéma, et précisément aussi dans l'histoire du cinéma italien, mais on voit que c'est quelque chose qui revient souvent, le filon historique, le film en costume, le péplum, etc., ça a toujours nourri, disons, des fantasmes sur cette période très, très lointaine. Je pense aussi à des péplums peut-être de moins bonne qualité dans les années 50, voire 60, où on avait presque une érotisation aussi des rapports, etc. Et en fait, je crois que l'imaginaire ou l'inconscient collectif qui s'est construit autour des représentations de ces époques-là ne cherche pas effectivement de fondements très solides et très ancrés. On se contente finalement d'images d'Épinal. Bon, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, hein. Ce sont des constantes, et tu l'as d'ailleurs très bien fait remarquer dans tes exemples pertinents. Mais voilà, l'Antiquité, c'est encore et toujours, et aujourd'hui encore, et d'ailleurs dans la vision qu'on a de l'Italie, c'est un peu ça, hein, qu'on a encore aujourd'hui. On fantasme voilà, un passé très ancien et qui nourrit pas mal d'images. Et l'Italie aussi, et Rome en particulier, a beaucoup exploité, peut-être même sans le vouloir, mais c'est d'autant plus vrai du côté des États-Unis. Nombre de visiteurs du Colisée, ils vont avec les images que la littérature ou que le cinéma ou que les séries aujourd'hui ont forgé, hein. Un Gladiator, d'ailleurs, tu es parti de cet exemple-là, et l'un des exemples sans doute les plus frappants. Voilà, je voulais juste. Oui, mais merci beaucoup bon, déjà pour votre remarque écrite et vos remarques orales. Et donc c'est effectivement très intéressant de voir que c'est des choses qui peuvent se perpétuer pardon, au-delà de l'Antiquité. Et je dirais même, enfin, vous disiez qu'en Italie aussi, on a pu user de cette vision-là. Alors, il y a quelque chose dont les anthropologues parleront évidemment beaucoup mieux que moi, hein, et je risque peut-être de dire des bêtises ou d'utiliser les mauvais mots, mais il y a peut-être une tendance chez les Italiens ou à Rome à vouloir offrir aux visiteurs l'image que le visiteur veut avoir. Donc, cette image de péplum, hein. Bon, je pense notamment aux gens avec qui on peut prendre des photos autour du Colisée, qui ont aussi des armures en plastoc qui ne veulent rien dire. Mais je crois que la mairie de Rome, hein, la maire de la Sindaca de Rome, Virginia Raggia, les avait interdits, assez récemment. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être. Oui, Léa, allez-y. Oui, c'est juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, que je trouve très intéressant et je trouve que ça entre pour le coup extrêmement bien dans le débat. Moi, je voudrais rebondir sur une remarque qui a été faite par Monsieur Landron, je crois que c'était vous qui interveniez avant Monsieur Santone, sur l'industrie du cinéma des années 50, 60, même 70, qui s'est accaparée justement de ce sujet du péplum. D'ailleurs, c'est très bien détaillé dans votre discours, Monsieur Santone, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait des parallélismes avec ce type de cinéma. On ne peut pas s'empêcher en fait de penser à Elizabeth Taylor, qui a été vraiment, je dirais, la personnalité qui va incarner le fantasme de l'Antiquité dans le cinéma représentatif en fait de l'Antiquité romaine, de la Cléopâtre absolue, la Cléopâtre d'une beauté assourdissante, d'une beauté qui va enivrer justement. Et vous parliez de la folie orientaliste, et je trouve que pour le coup, le cinéma américain, en tout cas de cette période-là, parce que c'est un film, en tout cas le Cléopâtre d'Elizabeth Taylor de 63, a marqué les esprits dans son esthétique, qui aujourd'hui essaye d'être, excusez-moi si je risque de blesser des cinéphiles, mais qui aujourd'hui me semble être copié par de nombreux films et de nombreuses actrices. Donc je trouve que
Au contraire, on s'est approprié une vue et une vision que nous a apporté l'histoire de l'art, justement sur cette antiquité fantasmée et sublimée par je dirais la technologie que l'on trouve aujourd'hui, notamment en matière de cinéma, de reconstitution et de choix orientés sur une esthétique absolue. Ce qui est d'ailleurs, et je pense que vous le confirmerez, Monsieur Santogne, qui était justement le désir de représenter dans l'Antiquité les moments phares de la vie quotidienne, notamment les batailles. Dans 300, l'esthétique est quand même présente, au-delà du sang, au-delà de la violence. Il y a une esthétique dans le combat qui est représentée sur en tout cas sur les décors antiques, je pense à Pompéi, je pense à Rome aussi sur les sites antiques. On a toujours cette espèce de référence à l'esthétique qui aujourd'hui est exploitée par la caméra, par la photographie également. Et voilà, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Elizabeth Taylor en pensant à ces femmes, notamment dans Gladiator. Je veux dire, la compagne de Maximo, c'est absolument fantastique. Elle fait justement référence un petit peu à ce décor qu'avait placé Elizabeth Taylor. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y a quand même cette idée de décor esthétique qui fait carrément référence à ce que l'on pouvait trouver en tout cas dans l'Antiquité. Alors, merci beaucoup pour vos remarques, pour vos nombreuses et pertinentes remarques. Alors oui, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'Antiquité qu'on va représenter aujourd'hui au cinéma ou à la télé, elle peut être aussi un peu ou très influencée par ces péplums hein, des années 50, 60, hein, évidemment par Elizabeth Taylor en Cléopâtre. Et effectivement, vous avez raison quand vous parlez d'esthétique. On se représente souvent l'Antiquité comme finalement une époque d'esthète, hein, où tout est beau, où tout est magnifique, où tous les corps sont magnifiquement sculptés. Et voilà, et c'est sur ce point-là aussi que Fellini avait un peu raison, je pense, quand il disait que finalement l'Antiquité c'est une époque que l'Antiquité n'existe pas et que finalement c'est une époque sur laquelle on projette tout simplement nos fantasmes. Voilà, c'est la réflexion que m'inspiraient vos précieuses remarques pour lesquelles je vous remercie. Si je peux juste ajouter une petite chose, Oui. Si vous commencez à me brancher sur le cinéma, je peux tenir pendant des heures. Oui, je m'en doute. Mais, Plus que moi. Mais c'est vrai je crois qu'on peut observer deux tendances. Il y a effectivement cette remarque très, très, très pertinente sur Elizabeth Taylor, Cléopâtre. On a une idée du beau, du fastueux, etc., qui est vraiment une tendance qui remonte de toute façon à des influences même plus lointaines. Moi, j'ai en tête notamment le Cabiria de Giovanni Pastrone, qui est aussi sur une film Fleuve hein, de 1914. Donc, Absolument, fantastique, tout à fait. Ouais, qui reprend vraiment une idée de quelque chose de gigantesque. Bon, je pense au décor, je pense aux effets spéciaux, etc. pour l'époque, pour un film qui avait vraiment fait date. Et du coup, je crois que l'imaginaire collectif un peu plus récent a puisé, consciemment ou non, dans ces représentations-là. Et puis, on a aussi une tendance, et c'est ce qu'a montré François, une tendance à une représentation peut-être plus crue, plus brute, plus bestiale, plus animale, plus minérale, plus terrienne. Les scènes de combat, effectivement, d'hommes dénudés, etc., c'est des choses qui reviennent souvent, notamment depuis 300. On a là pour le coup une vision peut-être fantasmée, au sens peut-être plus charnel du terme, et plus corporel en tout cas. Et puis je pense aussi à un film qui est sorti récemment en Italie, qu'on avait proposé aussi dans le cadre des Festival du film italien d'Ajaccio, qui s'appelle Il Primo Re, Oui. qui est le film sur l'histoire de Romulus et Rémus, et qui était une façon pour les Italiens, avec Matteo Rovere à la réalisation, et Alessandro Borghi notamment dans le rôle d'un des deux frères. On a une reconstitution qui se veut authentique, donc parlée en proto-latin, etc., qui se veut une reconstitution authentique du mythe de Romulus et Rémus.
et cette authenticité, elle se traduit à l'écran par quelque chose de très animal et de très dépouillé, de très boueux, de très sombre et de violent et de cru. Et donc, du coup, on a un peu cette opposition entre ce qu'on disait, hein, cette réalité fantasmée, je dirais, fastueuse et belle de l'Antiquité au sens large, hein, je dis bien sûr, hein, et une autre qui est beaucoup plus corporelle et beaucoup plus brute en tout cas, bien que travaillée, hein, évidemment, mais on a un peu cette dichotomie qui est intéressante, hein, dans l'étude des représentations d'Antiquité. Et je Alors m'arrête. sur Il Primoret, ouais, effectivement, il y a pas mal de choses intéressantes. Bon, déjà, effectivement, le fait qu'il est tourné en latin archaïque, hein, mais aussi, c'est vrai ils ont complètement, enfin, ils ont effectivement cassé les codes, hein, du péplum avec ce côté plus sauvage et tout. Mais moi, l'impression qu'il m'a donné, je ne sais pas si vous avez eu la même impression, Monsieur Landron, euh, c'est que en abandonnant le code Peplum, ils ont repris un peu le code qu'on avait vu jusque-là au cinéma, le code Moyen Âge, notamment Oui, en mettant cette espèce de filtre gris dans toutes les scènes où tout est beaucoup plus gris, tout est beaucoup plus sombre, brun. On a enfin, souvent dans les films historiques ou à prétention historique, on a cette dichotomie entre le Moyen Âge et l'Antiquité. Bon, l'Antiquité, tout est coloré, tout est clair, tout est lumineux. Le Moyen Âge, tout est gris, tout est mhm, sombre, tout est boueux, hein. Bon, c'est un bien sûr. peu le fameux filtre Mexico, hein, où dès qu'on a un film qui montre Mexico, ben, l'image devient jaune, quoi. Mhm. Et enfin, voilà, j'ai l'impression qu'en voulant casser le code du Peplum, il Primoret s'est un peu laissé avoir en tombant dans le code cinématographique Moyen Âge. Voilà. Je pense ce Oui, que vous en après, pensez. il y a aussi des références à The Revenant où on a cette idée d'un retour à la nature et de. Enfin voilà, c'est la fusion de tas de choses, mais on se rend compte du coup, mais au fil de la discussion, on se rend compte aussi que les films qui représentent l'Antiquité, alors films et séries, hein, les productions audiovisuelles voilà, qui représentent l'Antiquité, sont un peu les fruits d'une époque et varient aussi en fonction des goûts et des goûts du public du moment, hein. Oui, tout à fait. Et puis, si je puis me permettre une intervention supplémentaire, vous avez raison de dire que c'est le reflet d'une époque, puisque c'est le reflet d'une époque également en matière d'esthétique, en matière également de technologie. Vous parliez tout à l'heure au sujet de 300 comme étant un film brutal, avec de l'imagerie qui est aussi également focalisée sur le personnage, sur l'expression. On n'est plus dans le décor théâtral comme on pouvait trouver dans les années 60, 70, puisque je repense vraiment à Ulysse, par exemple, au premier péplum représentant Ulysse. On est sur de la théâtralité, sur du décor vraiment inspiré des plateaux de théâtre. Aujourd'hui, on est en effet, comme vous le disiez, c'est très très juste, dans l'air du temps, en suivant la mode, en suivant une esthétique qui aujourd'hui est acceptée par le grand public. Et demain, peut-être que nous aurions affaire à un cinéma avec une réalité augmentée qui reprendra des idées à la fois de sites, à la fois, je ne sais pas, d'exemples que l'on aurait pu mettre au jour au cours de sites, de sites archéologiques, etc. Donc, on est totalement dans l'air du temps, on est totalement dans la création et également la technologie adéquate en rapport avec ces créations. Et c'est absolument fantastique et absolument fascinant dans l'histoire du cinéma d'observer cette évolution graphique, picturale et photographique aussi, puisque je pense que certains réalisateurs ont vraiment capté, je dirais, l'Antiquité au travers du regard des personnages et du regard aussi des personnages secondaires et des foules. Ça, c'est assez extraordinaire de voir le travail qui a été fait photographiquement parlant sur les foules. Je repense à 300, parce que c'est très juste, mais voilà, même les séries comme Rome, qui participent à faire des mises en scène à l'intérieur de foyers, je pense à la Domina, et puis après on se retrouve sur un terrain, au milieu d'un marché, donc c'est vraiment très très appuyé, et d'un point de vue esthétique, moi j'ai hâte de voir ce que va donner que va donner d'ici une dizaine d'années le cinéma de Peplum. Alors, je suis moins initié à cette question, mais
Je suis a priori tout à fait d'accord et je ne vois rien à y ajouter à votre propos. Sachant que que la vision qui est proposée aujourd'hui, du côté d'Italie, il n'y a pas grand-chose, hein. Dans ce domaine-là, il Primore est apparu un peu comme un ovni dans la production cinématographique ultra contemporaine, avec un parti pris vraiment de revisiter l'idée du péplum, avec donc d'autres clés totalement contemporaines, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose, et que même les studios de Rome, si je ne me trompe pas, se trouvent justement à Cinecittà, puisqu'on peut encore les visiter aujourd'hui, mais ça reste une production HBO. Et donc une vision, encore une fois, américaine et américanisée de l'Antiquité, hein, avec tous les stéréotypes qu'on peut imaginer de la part d'Américains, s'adressant à des Américains, entre autres, et évoquant enfin, une certaine idée de l'Italie. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, les décors avaient brûlé à un moment, mais je pense que c'était au moment où la série était en cours de production et on peut les visiter. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de les visiter. Bon, j'ai vu évidemment, bon, je les ai vus dans la série et j'ai vu des images où effectivement ils sont plutôt, bon, ils sont plutôt pas mal ces décors, hein. Mais ce qu'a fait Cinecittà aussi, c'est que un peu plus à l'extérieur de Rome, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, ils ont fait aussi un parc d'attractions, un parc à thème Cinecittà. Et bon, voilà, bon, moi j'avais passé un mois à Rome, donc j'avais été faire un tour par curiosité. Il y avait une attraction donc sur le thème de la série où bon voilà, là aussi on était euh, totalement vraiment plutôt américanisé. Ce qui est intéressant, c'est que l'attraction, justement, bon, là aussi pour l'anecdote, hein, elle s'appelait Actium, mais pour faire plus authentique, ils avaient mis à la place d'un A latin, ils avaient mis un A sans barre, donc un lambda grec, sauf que la lettre lambda en grec ancien, c'est le L. Donc le nom de leur attraction, c'était Luctium ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est plus pour l'anecdote que pour autre chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si peut-être Marc-Antoine Marie ou Marie-Françoise Salichet, si vous voulez dire un mot en conclusion, ou si je conclus moi-même, ou si on a une autre question, ou remarque évidemment. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que vous pouvez conclure. On va Allez, demander Ah, voilà. oui. à Marie-Françoise de conclure. Je vais essayer de la contacter. Je pense que ça va être un cycle. On va essayer de faire des conférences régulièrement. Donc, M. Santon a inauguré la première session. Donc, j'espère qu'il va en avoir d'autres. On fera la même communication comme on a fait sur les réseaux sociaux et ce sera le même système pour l'inscription. Voilà. Je vous laisse conclure. Bon, en tout cas, merci. Bon, encore une fois, merci bien sûr au réseau Canopé, à Marc-Antoine Mar et à Marie-Françoise Salicetti pour l'organisation. La technique a suivi, même très bien suivi, je trouve. Ah, je vois que Winnie Pêche Kilikin il dit à une fiction sur Antiquité Corse, effectivement, serait pas mal. Mais moi, là, sur les réseaux sociaux, je fais le forcing à Netflix pour qu'il fasse un biopic sur Polybe. Donc, forçons-la, demandons-leur un Polybe d'abord, après on fera la fiction sur Antiquité Corse. Voilà, en tout cas, encore merci à tous, merci à tous les participants, merci aussi pour vos questions et vos remarques qui étaient toutes plus pertinentes les unes que les autres. Bon, voilà, moi, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à bientôt ou à un de ces jours. Au revoir.